Oui, j'aimerais bien aborder ce sujet de ta vie. Parce que, Mais je risque d'hésiter beaucoup. bah, c'est pas grave, on verra bien. Moi, je sais presque rien. Pour moi, du peu que je sais, c'est que tu as été en dépression à un moment. C'est tout. Donc c'est plus complexe que ça, non? Ouais. Mais il faut savoir pourquoi. Pourquoi? Ça a commencé quand? Tu anticipes là. Je vais faire un petit rappel historique. Dis-moi. Au début de ton travail? Hein? Dis-moi donc. Mais ça marche? Oui, oui, oui. Oh. On s'en fout, prends ton temps. Y a pas de problème. Oui, je pense qu'il faut faire un petit rappel historique parce que sinon on ne comprend pas. Comment dire l'objectif pour Raymond Berthelon, c'était de monter un grade dans la banque. J'étais dans la banque. Ouais. Oh non, je veux plus rien. Tu veux pas un petit Suisse? Oh non, mais j'ai pris du... Ça suffit. Mange-le, toi. Bon, d'accord. J'aime pas ce truc. Bon. Oui. L'objectif était de monter en grade? Oui, pourquoi je suis passé du crédit agricole à la Banque Populaire? C'est parce qu'on m'offrait la possibilité non seulement de travailler, mais concomitamment d'étudier et de m'élever un petit peu au-dessus du certificat d'études, tout en travaillant, d'étudier et d'obtenir des diplômes qui me permettraient d'obtenir de l'avancement. De l'avancement? De l'avancement, bien sûr. Donc, en 1953, c'est ça, je démissionne du Crédit Agricole pour aller à la Banque Populaire. À la Banque Populaire, on m'offrait la possibilité de devenir cadre en moyennant des études. C'est-à-dire que le directeur de l'époque, Roger Adam, directeur général Roger Adam, avait décidé de former lui-même ses propres cadres. N'est-ce pas? Donc, je suis allé... Donc j'ai démissionné et j'ai été engagé à la Banque Populaire. Et là, disons, de 1900... C'était en 53, 1953 jusqu'en 1962, presque 10 ans. Pendant ces 10 années, j'ai mêlé de front le boulot, les études. Alors pour moi, les études de banque, il faut bien savoir que c'était des études propres au Crédit Populaire. Hein. Les diplômes ne valaient que pour le c'était pas des diplômes universitaires. Ouais. Ils n'étaient valables qu'au sein du Crédit Populaire. Non, merci. Ces diplômes. Alors, c'était tous des diplômes, des études faites par correspondant. On était suivis par des professeurs internes qui nous corrigeaient les devoirs, etc. On les renvoyait, etc. C'était marrant. Alors, il y a eu le premier stade, c'est-à-dire le CAP, le CAP de banque, que j'ai eu rapidement en 2 ans. Quoi. Après, j'ai attaqué tout en travaillant, attention. Les deux à la fois? Bien sûr. Il fallait travailler, puis étudier le soir à la maison, puis etc. Ouais, c'était vraiment... C'était pas du n'importe quoi. Hein. Alors après, j'ai attaqué le brevet professionnel. Le brevet professionnel, je l'ai passé, je crois, en 1957. Ouais. Non, 1956, le premier. Je l'ai passé 2 fois. J'ai raté. Première fois? Oui, première fois, j'ai raté.
J'avais le nombre de points suffisant, mais j'avais fait un hors-sujet sur une histoire de garantie. On parlait, bon, je crois que c'était une histoire de garantie. J'étais parti sur les magasins généraux, il fallait partir sur les garanties de marchandises, etc. Bon. Eh bien, mon directeur m'a dit, ben, vous commencerez l'année prochaine. Voilà. Alors, en 1957, là, j'avais bûché, j'avais bûché. Et surtout le domaine des maths financières, études de bilan, etc. Tombe juste sur un devoir comme ça. D'accord. 19,5. Sur 20. Oui. Oh, c'est beau. 19,5 sur 20. Et puis après, à l'oral, félicitations du jury. Tu vois. Chapeau. Là, c'était bien. J'étais content. Ce qui m'a valu en 1958 la nomination, l'accrochage au tableau d'avancement pour le grade de chef de service. Donc j'ai été nommé chef de service. C'est le plus haut. Ah non, c'est pas le plus haut là, c'était. C'est moyen. C'est le moyen, oui. Le premier niveau de cadre, c'est déjà pas mal, mais enfin c'est. Ouais. Donc j'ai été nommé chef de service et chef caissier. Chef caissier, ça n'a pas été de la tarte au point de vue boulot. Là. C'est-à-dire pendant 4 ans, entre 58 et 62, le travail à la caisse était infernal. Infernal, il fallait bien sûr recevoir les clients au guichet, mais en même temps on faisait de la compensation, c'est-à-dire le traitement des lettres de change, etc., des commerçants. Il fallait faire la position comptable. J'avais 2 gars avec moi au guichet, plus une position comptable, une fille qui faisait... Une secrétaire? Non, une fille qui faisait la position comptable, qui mettait les comptes à jour, tu sais, avec une vieille machine qui était tout le temps en panne. Il y avait un caissier, bien sûr. À l'époque, il y avait beaucoup d'argent dans les caisses. Il n'y avait pas de distributeur de billets à l'époque. Pas encore. Et le service titre, une fille qui s'occupait des titres et des chèques. Et pendant 4 ans, on a fait ça avec la hantise des fins de mois qui était énorme. On mangeait sur place, on faisait des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. C'était quoi une journée? C'était genre 7 heures, 20 heures? Il n'y avait pas de règles. C'était épouvantable. Pendant 4 ans. T'avais des vacances un peu? J'avais des vacances normales, mais le travail, lui, n'attendait pas, il fallait le faire. Ouais. J'ai jamais réclamé ma collègue, qui était également chef de service du portefeuille, elle avait exigé le paiement des heures supplémentaires. Mais moi non, je pas. Seulement, elle était obligée de pointer en arrivant. Moi, je pointais pas, j'étais libre. Voilà. Donc, en 62. Et donc, donc dans la vie de tous les jours, tu pensais qu'au travail, non? Dans la vie de tous les jours, pendant ces 4 ans, c'était que travail. Oui, mais pendant ces 4 ans, 4 ans, il y a eu, après mon brevet professionnel, j'ai suivi les cours d'enseignement supérieur. On a attaqué l'enseignement supérieur, là, pendant ces 4 ans. C'était encore l'objectif d'un diplôme qui permettait d'obtenir les classes de cadre et cadre sup. Elle est encore plus haut. Alors j'ai attaqué, mais là c'était vraiment compliqué, parce que j'avais quand même la fameuse base du certificat d'études. J'avais bien un petit peu progressé avec le CAP et le brevet professionnel, bien sûr, j'avais fait des progrès. Seulement là, je m'attaquais à quelque chose de beaucoup plus solide. Ouais. C'était l'économie politique, le droit commercial, droit notarié, droit des affaires, etc.
Bien sûr, les maths financières, études de bilan, etc., etc. Ça a été compliqué pour moi. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. À l'écrit, j'ai été admis à l'oral. Alors, à l'écrit, c'était à Lyon. Et à l'oral, à Paris, à la Chancelière. Malheureusement, j'ai pas obtenu le diplôme, mais j'ai été certifié quand même à 2 points près. T'as été J'ai obtenu certifié. le certificat, oui. Ok, mais pas le diplôme. Mais j'ai pas été diplômé, je suis pas diplômé, non, j'ai pas obtenu le diplôme, mais simplement le certificat d'enseignement supérieur. Ce qui est suffisant. C'était un demi-succès, un demi-échec, et mon patron m'a dit, vous faites pas de soucis, C'est suffisant. ça ne nuira pas à votre avancement. Et il a tenu parole. Il a tenu parole. Ouais. Ça t'a permis d'aller plus haut dans les grades. Donc on est en année 62. 62, ouais. 62, oui. Alors là, je ne me souviens plus comment ça se goupille après. T'as été gradé après le certificat? Hein? On t'a gradé après le certificat? T'as pris un... Ben, j'étais déjà gradé, j'avais chef de service. Ah, tu pouvais pas être Après, plus. je suis passé ici pour fonder le pouvoir et puis contrôleur général après. Mhm. Mais tu me gênes un peu là. Moi, Attends, j'en suis à 62. Ouais. C'est un bon travail de mémoire. 1962, 58-62. Oui, après c'est 4 ans. C'est ça. On me nomme chef du service des prêts. C'est ça. Je quitte donc la caisse pour aller dans un bureau en bas, bien à côté de celui du patron. Et j'étais nommé chef de service des prêts. Tu sais que les banques populaires sont des établissements qui ont été créés par la loi après la Première Guerre mondiale pour financer grâce à l'État, bien sûr, au financement de l'État. Et puis surtout, ce sont comme le Crédit Mutuel, comme aujourd'hui le Crédit Agricole, ce sont des banques qui appartiennent à leurs clients. Les clients sont les propriétaires grâce aux souscriptions. Ils ont des parts sociales dedans. Donc, j'étais chef de service de ces prêts à artisanat, prêts au commerce, à l'industrie, à l'hôtellerie. Hein. Et puis, ça a duré 62, 68, 70, 3-4 ans. C'est ça, 3-4 ans. Non, mais ça s'est bien passé. Si tu veux quelques anecdotes, je suis intervenu pour des grandes entreprises comme Massy, la fabrique de boîtes de conserve à Cormatin. Mhm. Et c'est moi qui ai fait le premier prêt d'aménagement du fameux restaurant Georges Blanc à Venat. Mhm. Mais pas à Georges Blanc actuel, à son père. Ah oui. C'est son père qui est venu. Et mon patron m'appelle. Forcément. Je présente Monsieur Blanc. Oui. Donc vous allez examiner avec lui la possibilité de faire. Il veut déjà faire des aménagements de champs, etc. Il voulait déjà étendre son truc. Bon. On a fait le prêt, ça s'est bien passé. Il l'a eu. Et ça, c'est dommage que mamie soit pas là, parce qu'elle se souvient de l'affaire. Ça s'était tellement bien passé que Monsieur Blanc Il t'a invité. m'invite, je t'en ai parlé de ça. Non, mais j'ai deviné. Au resto? Il m'invite à aller manger au restaurant à Venat, avec votre épouse. Mais il dit, j'invite aussi Monsieur Adam, le directeur général, mais je vous invite pas en même temps. D'accord. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il ne m'invite pas avec mon directeur général, ça veut dire qu'il considère qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et j'ai dit, on n'y va pas.
Et j'y suis pas allé. Ah ouais. Avec mamie, on n'y est pas allé. On a été vexés de faire ça. Bon, ça c'est l'anecdote. T'as pas voulu y aller parce que. Bah écoute, on aurait bien pu y aller avec mon patron. Ouais, Il il n'y voulait avait pas. aucune raison. On n'est pas des parias, nous, quand même. C'est drôle. Hein? Mhm. Bon, ça c'est des petites anecdotes, c'est pas grave. Voilà, après, c'était dans les années. Ah, que dire. Ça devait être 60. On approchait les 70, Et 1970. c'était toujours aussi intense le travail? Non, là, ça allait beaucoup mieux. Ouais. Pour moi. Moi, parce que les autres, ils se débrouillaient. Hein, D'accord. il y avait... Donc toi, t'as eu, en résumé, t'as eu une période très intense pendant 4 ans. Non, mais c'est pas la plus intense qui m'a coûté le truc. Hein. C'est ce qui vient après. D'accord. En 70, donc mon patron me confie la mise en place de la paye centralisée. Parce que, donc, je faisais partie, j'étais un peu co-directeur du personnel à cette époque. Mhm. Jusque-là, c'était le Moyen-Âge hein, pour la paye. Il y avait De Gaulle, je me rappelle, qui prenait de l'argent dans la caisse, qui mettait de l'argent dans les enveloppes, et puis on payait, il passait vers les gars, il donnait l'enveloppe à chacun, avec la petite étiquette. Donc, mais c'était vraiment le Moyen-Âge. Ouais. Donc, la chambre syndicale, la caisse centrale, la chambre syndicale s'est aperçue du truc, et puis elle a mis en place le système de la paye centralisée. Alors ça, c'était important parce que, et c'est un sacré boulot qu'il m'avait confié là, parce que il fallait faire pour chaque employé, et on était quand même assez nombreux, il fallait faire la fameuse fiche tu sais, la fameuse fiche qui allait permettre l'encodage des données informatiques. Il fallait pas se tromper, il fallait faire. Donc j'ai fait ce travail-là. Et ça s'est bien passé. Et puis j'ai continué, j'étais donc responsable du personnel de la paye à ce moment-là. Mais pas du personnel. Si, j'étais un peu, quelquefois, j'étais chargé de... L'été, par exemple. Mhm. L'été, on engageait des jeunes pour remplacer les titulaires qui étaient partis en vacances. Tu sais qu'on appelle les jobs d'été, là, les familles. Oui. Donc, j'étais chargé de les convoquer, de leur faire passer un petit examen, et puis de voir s'ils étaient capables de faire quelque chose. Eh bien, je dois dire que j'en ai engagé quelques-uns qui sont restés. Oui. Oui, qui sont restés. Non. Et en 1971, mon directeur général, Roger Adam, décède, un cancer généralisé. Ton directeur. Et décédé ce moment-là, en 71, c'est ça. Et là, c'était le début de la descente aux enfers, pour moi, parce que il a été remplacé par Jacques Bouquet. Jacques Bouquet, c'était mon conscrit, on avait le même âge. Il venait de Dijon, et je pense qu'il avait été nommé pour redresser la banque. D'accord. La banque populaire, il faut savoir que, mais ça t'embête tous ces détails. Mais non, papy. Au contraire. Il faut savoir que les banques populaires, comme ça doit se passer partout dans ces établissements, il y a les premières, et il y a les premières de la classe, et puis il y a les dernières. Donc il y a un classement qui s'établit. Un classement en fonction du volume des dépôts, c'est-à-dire des sommes que les clients versent, etc. Alors ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la rentabilité, c'est-à-dire les bénéfices. Donc la Banque populaire de Saône-et-Loire était en queue de peloton. On était les derniers, pour des raisons bien simples que je connais, j'ai ma petite idée là-dessus.
Et par contre, en rentabilité, on était les premiers. En rentabilité? Ouais. Donc Roger Adam, il était fier de ça. Même si il n'avait pas compris que... Tu te rends compte qu'on avait, pour exploiter 2 départements, c'est pas n'importe quel département, département de Saône-et-Loire, moins l'arrondissement de Louhans. Hein. Bon. Plus le département de l'Ain, on avait 3 agences. C'est pas beaucoup. Mâcon, Bourg, Châlons. Plus tard, un petit peu Monceau, mais on ne recevait que les dépôts, pas de crédit. Incroyable. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement, c'est mon idée personnelle, c'est que le président du conseil d'administration de l'époque, Maurice Labruyère, le grand patron des établissements Labruyère et Berlé, qui était après Carrefour, patron de Carrefour, il était donc le président de la Banque Populaire, là, et je suis convaincu qu'il a freiné sciemment le développement de la banque, parce que c'était sa banque personnelle, il voulait qu'elle reste à son niveau, à un niveau, que si elle s'était trop développée, elle lui échappait. On a vu, j'ai constaté souvent qu'il faisait du chantage à Roger Adam, il l'appelait quelquefois. Il n'était pas loin, hein. On était rue Gambetta, il était dans ses bureaux un peu plus loin, à 50 mètres. Ben, il téléphonait. Adam, venez me voir. Adam était en train de dépouiller le courrier. C'est Adam qui dépouillait le courrier lui-même, le matin. Incroyable. Un directeur général qui dépouille le courrier, j'ai jamais vu ça. Parce que quand mamie a travaillé à la Banque Populaire, c'est elle qui C'était son travail. était son assistant. Elle ouvre les enveloppes et c'est lui qui regardait. Alors, la Bruyère lui téléphonait. Roger, Adam, venez me voir. Il laissait tout tomber et il allait voir le président. Il prenait le sous-directeur au passage. Jeannin, vous venez avec moi? Bon, d'accord. Si bien que mamie disait, tout le courrier, les lettres de change, les traites, les chèques, c'était étalé sur son bureau. Et pendant ce temps, les services attendaient, notamment le portefeuille attendait les chèques. Personne ne pouvait plus travailler. C'était dingue comme organisation. Ouais, c'était vraiment incroyable. La préhistoire. Ouais. Donc ça a changé, et forcément, quand Bouquet est arrivé. Lui, la première chose qu'il a faite, c'était d'ouvrir des agences. Ouais. À l'époque, il fallait aller ouvrir des agences pour aller vers les clients. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Ouais, c'est les gens qui viennent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, il y a des distributeurs de billets, on fait des opérations par ordinateur, etc. C'est la banque en ligne aujourd'hui. Hein. Autrefois, il fallait aller chercher des clients et donc il fallait s'approcher des clients en créant des agences. On avait 3 agences, donc Bouquet a commencé à en ouvrir, on en a ouvert énormément. Oyonnax, Bellegarde, Gex, Ferney-Voltaire, Trévoux, dans la Saône-et-Loire, il y a eu Paris-Monial, Creusot, etc. Énormément d'agences, mais c'était un peu tard, parce que c'est compliqué. Depuis la dernière guerre mondiale, on ne pouvait pas ouvrir un guichet aussi facilement, il fallait une autorisation spéciale. Et en 1966, je crois que cette obligation a été levée. Oui, c'est ça. Seulement, c'était trop tard. Pendant ce temps, les autres banques, les banques concurrentes, comme la BRA, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, etc., avaient ouvert des agences, puisqu'ils étaient pratiquement libres de le faire. Sauf nous, on n'avait pas fait ça. Donc on avait 5 ou 6 ans de retard, si c'est pas 10. Putain. Quand Bouquet est arrivé, il pouvait toujours ouvrir des agences, mais avec 5 ans de retard, ça correspond à peu près au délai normal pour rentabiliser une agence. Il faut au moins 5-6 ans. Ouais.
Voilà. Donc la politique de Bouquet, c'était... Merci. C'était... Il faut donner un coup de collier. Ouais, rajeunir tout ça. Il faut donner un coup de collier. Tout le monde doit leur donner un coup de collier, etc., etc. Il faut bosser, bosser, bosser pour rattraper le temps perdu. Alors, il a fait venir de Paris un certain Housse, je me souviens, Housse, oui. Laurent Housse. Laurent Delahousse? Non, non, mais ne mélange pas tout. Déconne pas, mon Dieu, c'est sérieux. Mais bon, c'est une blague. Pourquoi tu passes sur de la housse? Parce que de Housse. Ben non, mais il s'appelait Housse, bon, il s'appelait Housse, c'est pas de la housse. Bon, j'arrête. Hein. Détends-toi. On a besoin de rigoler. Ben non, c'est sérieux. Et donc du coup, ce Housse, il est venu de Paris. Oui. Il a été chargé de réorganiser tous les services du siège, des agents du siège. Alors pendant un certain temps, je le voyais tourner autour comme ça. Et un beau jour, je me suis aperçu que il m'a pris mon bureau, pris ma secrétaire, il les a placés, je sais pas où, et moi j'ai été balancé dans un local dans la cour là-bas, un local provisoire. Ouais. Où j'ai continué à travailler, mais dans des conditions pas très drôles. Enfin, c'est comme ça. Et... Il a pris ton bureau. Ouais, ouais. Mais il t'a dit, c'est arrivé comment? Un matin, tu t'es levé quand t'es arrivé? Ah, ben, ça a été décidé comme ça, et j'avais plus rien à dire. J'ai dû déménager, etc. Mais c'était une réorganisation, mais c'est pas parce que je m'avais déplacé que j'étais Déchu. déchargé de mes compétences. Mm-hmm. Je continuais à travailler, mais dans des conditions des conditions de travail plus compliquées. Alors là, comment ça s'est passé? On arrivait bientôt en 1973, oui, c'est ça. Ça a commencé. Je crois que moi, je suis à peu près convaincu. Donc j'avais quand même une charge de travail forte. Toujours la paye, les trucs comme ça. Et je suis à peu près convaincu que le fait d'avoir été déplacé comme ça, Ouais. ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. L'excès de travail, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Le fait que j'avais l'impression d'être déconsidéré. C'est arrivé petit à petit. Dès 1973, fin 73, je rentrais à la maison, j'arrivais plus à trouver le sommeil. Tu dormais après plus? nuit, je dormais plus, je pouvais plus trouver le sommeil. Alors aller au boulot après j'étais complètement vidé. Ce qui m'a conduit à m'arrêter. T'as arrêté de travailler? Oui. Bah oui, j'ai été obligé de m'arrêter. J'étais complètement, un petit peu comme l'a expliqué Ferrari. J'étais en dehors des clous, tu vois. J'avais plus le cerveau. Le cerveau ne réagissait plus. Et pourquoi tu dormais plus? C'était pourquoi? la peur de perdre son Je travail? viens de te le dire, l'excédent de boulot, le coup de collier qu'il m'avait demandé, j'assumais plus. Il y avait trop de travail, trop de choses, mon cerveau n'était plus capable d'assimiler et tout. Donc je me suis arrêté, et ça a duré quand même assez longtemps, parce que
C'est compliqué dans le compte tout ça. Bon, je m'arrêtais, je recommençais, m'arrêtais, je recommençais. C'était pas du boulot. Alors, jusqu'au jour où, voyant que les choses ne s'arrangeaient pas et même s'aggravaient, mamie a été formidable. Elle a essayé de me soutenir autant qu'elle a pu. Elle l'a fait, bien sûr, elle m'a soutenu. Mais qu'est-ce qu'on faisait au début? Ah oui, les docteurs que je consultais, les psys que je consultais, les psys me disaient, bah tiens, il faudrait aller voir à la clinique psychiatrique de Saint-Rémy, là près de Châlons. Il va vous Diagnostiqué? il va vous faire des examens et puis il vous dira exactement ce que vous avez et il vous donnera les traitements adéquats. Alors on y est allé une fois ou deux, je me souviens. C'était épouvantable. On attendait l'après-midi, tout l'après-midi pour avoir le rendez-vous. Ils nous prenaient en fin de journée pour nous donner des médicaments. Au revoir. Il n'y avait même pas d'examen. Ils donnaient des médicaments. Mais des médicaments, comme disait Ferrari, des antidépresseurs qui ne servent à rien, au contraire. Non, mais j'étais vraiment mal à l'époque. Ouais. Jusqu'au jour où mamie, le tonton Maurice, tout ça, ils ont pris la décision de m'hospitaliser à la clinique là-bas justement de Saint-Rémy pour une cure de sommeil. T'arrivais vraiment à pas du tout dormir chaque nuit? Cure de sommeil, non, je ne dormais plus. C'était insomniaque. J'ai passé sans sommeil. Alors, quand je me couchais, comme disait Ferrari, il y avait une petite voix qui me disait dans mon cerveau, tu vas pas dormir, tu vas encore pas dormir. Et je dormais pas. Malgré tous les cachets, les trucs comme ça. Donc je suis allé, j'ai été, ça a duré combien? Plusieurs semaines. Hein. Oh. Et le tonton Maurice qui m'avait emmené en voiture. Tout ça. Alors là, j'ai eu droit à une cure de sommeil. Alors pour me faire dormir, ils me donnaient encore des cachets. C'est juste ça, ils te donnent des cachets. Il fallait voir. Ils me donnaient pas les gélules comme aujourd'hui, tu sais, comme ça. Tiens, prenez vos gélules. Non. Il y avait l'infirmière qui prenait le verre, elle découpait les gélules, elle versait la poudre dedans, elle touillait, prenait ça, buvait ça. Elle partait pas avant que j'ai fini de boire. Donc pour s'assurer que je buvais tout. Je l'ai su après plus tard, j'avais des traces après, des démangeaisons. Eh bien, c'était parce que on m'a fait des électrochocs. Sans me demander mon avis, hein. Tu t'en es pas rendu compte avant que ça arrive? Non, parce qu'il me donnait un suppositoire. C'était un suppositoire qui m'endormait. Et à ce moment-là, il mettait les électrodes, puis tu sais, pour essayer de remettre le cerveau en place. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est comme dans le film. C'est comme dans un film, là, j'ai oublié le nom avec. Ils branchent le truc là, et puis ils appuient sur le ouais, je vois. Ça fait des. Mais j'en ai eu plusieurs, puisque j'ai eu des. Mais on m'a jamais dit comment c'était ça, hein. C'est des salopards. Hein. Si, je l'ai su parce que je dis mais qu'est-ce que c'est que ces traces? Ben c'est quand on vous a fait l'électrochoc. Mais est-ce que tu te rappelles de ton état d'esprit, de tes émotions? T'étais noir, t'étais quoi? Alors là c'était affreux.
c'est une angoisse perpétuelle. Ferrari en parlait très bien. C'est indescriptible. C'est pas une douleur physique, c'est une douleur psychologique. Cette douleur, c'est une angoisse permanente qui te tient, qui t'empêche de penser, qui t'empêche de penser à de bonnes choses. Tu essayes de penser à de bonnes choses, mais non. Non, non. Ça te tient, ça te tient, ça te tient. C'est incroyable. Tant et si bien que ça te tient tellement que tu as envie de disparaître. C'est ce qui m'est arrivé. Tu voulais te suicider à des moments? T'avais des idées noires? Et je l'ai fait. T'as fait quoi? Bah, tu m'as demandé d'en parler, j'en parle, mais Bah, dis-moi, ouais. ça me gêne un peu. Bah non. Bah, j'étais tellement mal que je dis, il faut que je disparaisse, hein, moi je peux plus supporter. Alors j'avais avalé tous les cachets que les docteurs, les antidépresseurs et tout ça, qui étaient dans la table de nuit, j'ai tout pris d'un seul coup. Puis j'étais complètement dans les bas. Et puis Janine, mamie me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors je lui ai dit, elle dit, c'est pas possible! Oh putain, alors, elle a, je sais pas, elle a appelé le SAMU, elle a appelé je sais plus quoi, Elle a appelé l'hôpital? pour faire un lavement. Et puis elle est allée trouver Monsieur Bouquet, le directeur général, qui la reçoit. Il dit, effectivement, Madame Berthelon, on n'a pas vu beaucoup Monsieur Berthelon cette année. Ben, elle dit, vous savez ce qu'il a fait? Elle me dit, mais c'est pas possible. Oh, mais il dit, il n'y a pas de problème, il faut qu'on le sorte de là. Alors, il lui a demandé, est-ce que vous avez besoin d'argent éventuellement, etc. Alors, je ne me rappelle plus ce qu'ils pouvaient faire, lui, pas grand-chose, mais enfin. Il nous a aidé à trouver une voie qui a été celle de Montpellier. Docteur Danan. Docteur Danan, qui a commencé par une chose, c'est à supprimer tous les antidépresseurs qu'on m'avait prescrits. Et puis il m'a traité au sel de lithium. Sel de lithium, c'est un truc que l'on donne pour les gens qui tremblent là, comment c'est Parkinson. Et petit à petit, je sentais que ça remontait, mais il fallait aller à Montpellier, hein. Ouais. C'était pas rien. Mais qu'est-ce On y est allé 4 ou 5 fois. Qu'est-ce qui a remonté ta joie de vivre, le sommeil, les deux? Non, mais on était en 74. Ça a duré juste en 74, 75, 76. Ouais. Pendant ce temps, j'ai pas travaillé beaucoup, hein, bien sûr. J'ai la période intermédiaire. On a fait des essais, divers essais. Par exemple, on m'a proposé de travailler à mi-temps. J'ai recommencé à mi-temps. Et là, ça ne me plaisait pas. Mi-temps, non, il fallait rentrer à midi, et puis ça me plaisait pas du tout. Alors, j'ai fait des efforts, hein, parce que malgré ce handicap, cette angoisse qui continuait, mais qui petit à petit s'atténuait grâce à mon traitement en lithium. Je bave en parlant. Bois un peu d'eau. Ou du vin. J'ai beaucoup pris sur moi, et tout en Monsieur Bouquet, le patron, décide de me confier une tâche qui était importante. C'était après Noël, ça. Ce jour-là, j'avais ça en tête. Je dis, il faut que je réussisse, il y a une affaire. C'était un problème important. Ça consistait à mettre en place, les fameux... comment ça s'appelle? Le système de contrôle
des mauvais payeurs à la banque de fonds, etc. Ok. Hein? Donc il fallait organiser tout ça pour que les agences soient capables de procéder mais mécaniquement, administrativement, avec la banque de fonds. Donc j'ai mis ce projet en place. Après, le lendemain de Noël, pendant Noël, je pensais à cette réunion que j'allais avoir, parce que j'ai organisé une réunion de toutes les agents au siège à Mâcon. Puis je leur ai expliqué le truc. Et comme j'étais toujours un petit peu dans les baves, c'était pas facile. Mais ça s'est bien passé et mon patron était content. Il lui a dit, mais, Monsieur Berthelon m'offre, comment il a dit à ma femme, on s'était rencontrés pour un départ à la retraite à la chambre de commerce, là. Il avait pris Janine, la mamie, à part, il lui a dit, rassurez-vous, Madame Berthelon, j'ai confié une tâche à votre mari et il s'en est bien sorti. Il me donne maintenant la qualité de travail qu'il avait avant. Il était content. Mais j'étais toujours fatigué. Ouais. Mentalement et physiquement. Mais ça allait beaucoup mieux. Petit à petit, je rentrais là. Moi, je m'efforçais de rentrer à midi tout le temps. Pour faire ma petite sieste. Je faisais un quart d'heure de sieste. Après, ça allait mieux. Ouais. Et là, j'avais toujours cette angoisse quand même. Hein. L'angoisse, ça s'achève pas. J'avais toujours cette angoisse qui me prenait. Mais j'avais plus d'idées suicidaires. Non, là, voilà. Et puis, donc, les choses ont continué de s'améliorer grâce au docteur Danan de Montpellier. Et là, il y a eu en 74, j'ai dit, curieusement, tout en étant encore fatigué, j'ai dit, tiens, si on s'installait sur la Côte d'Azur, au lieu d'aller courir tout le temps en vacances à droite à gauche et d'être déçu, il y avait un projet immobilier qui était plus le cabinet charolois, Mâcon. Un achat d'appartement à Boulouris. T'as entendu parler? Boulouris. On a acheté un appartement de 50 mètres carrés à Boulouris. Ah bon? Ah, tu parles pas de la maison Ah bah attends. On a commencé par ça. Ah oui, je savais pas. 50 mètres carrés avec une loggia, etc. C'était bien chouette. Donc, on y est allé en 74, oui, je crois. Et puis, on y est resté jusqu'en 76. 77. 3 ans. Moi, je te montrais les photos. Là, il y avait Martine et Didier qui étaient petits. L'ennui, c'est que on allait à la mer se baigner, mais il fallait marcher au moins un quart d'heure, tu vois, avec tout le matériel. On était bien dans ce petit appartement, c'était bien. Donc j'étais toujours un peu fatigué, toujours, mais on était quand même heureux là dans les vacances, tranquille. Puis un beau jour, donc 3 ans après, en 76, on avait fait la connaissance de gens, etc. Ils nous disent, vous êtes où là? À Boulouris. Ah, à cette époque-là, le marché immobilier montait en flèche. L'inflation était à 2 chiffres. C'était 15%, c'était énorme, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. Et bien sûr, les salaires grimpaient, le marché immobilier montait. Vous êtes Boulouris, oui? Vous voulez pas vendre votre appartement? Ah, pour le moment, non. Vous savez que vous pourriez le vendre le double. Je leur avais dit que je l'avais acheté 70 000.
70 000 francs. 70 000 francs, c'était des francs anciens, des francs de Gaulle. Pinet. Oh, c'est pas possible. Si. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de vendre Boullouris et d'acheter à Saint-Exupéry le terrain. 150 000, le double, pour 150. On a vendu l'appartement 150 000, qu'on avait acheté 70 000. Ça nous a permis d'acheter le terrain, uniquement le terrain. Donc après j'ai fait un prêt, je suis revenu vers mon patron, Bouquet, il me dit, vous faites pas de soucis, on va vous faire un prêt tranquille. Il m'a félicité, je me rappelle bien, il m'a dit, vous gérez bien votre affaire. Voilà. Donc après il y avait l'affaire Christénique, je t'en ai parlé de ça. L'affaire quoi? L'affaire Christénique. C'est quoi? Le voisin de Saint-Exupéry, quand on a eu après la construction. Ouais. Non, ça me dit rien. Ben, j'anticipe un peu. Après la vente de cet appartement au Boullouris, on a cherché un peu partout. On dit, est-ce qu'on achète une maison construite ou est-ce qu'on construit nous? On n'avait pas encore acheté le terrain. On est tombé sur des villas formidables, avec des jardins, des pins, c'était super, une vue sur la mer. Les prix correspondaient, mais on visitait l'intérieur, il y avait des travaux énormes à faire. Ouais. Alors, c'était pour ça on s'est décidé non pas d'acheter, mais de construire. Et De construire du neuf, tout de suite. au moment de cet achat de terrain, etc. Alors, c'est à ce moment-là, quand on cherchait des terrains, Tu as vu le soleil dans tes... voilà, un jour on était à Saint-Raphaël, sur le marché, et j'ai eu tout d'un coup, c'est quand même pas un miracle, je suis pas Jésus-Christ, hein, tout d'un coup, un espèce de rayon de soleil qui m'a chauffé la tête. Oh, une joie de vivre. Je me suis senti bien, oh pardon, excusez-moi. J'étais sorti d'affaires, je voyais le bout du tunnel, c'était la joie de vivre, je te dis. Et je l'ai déjà dit et écrit, j'ai jamais rechuté depuis. Incroyable. C'est mystique. Alors, donc on a continué. On a construit la maison que tu connais là-bas. Ouais. Tu l'as déjà vue là-bas. Bien sûr. Sauf que le jour où on est allé pour la réception, Monsieur Christénique, le voisin, m'appelle M. Berthelon. Savez-vous que vos architectes ont fait une erreur de bornage et que votre maison est construite sur mon terrain? C'est vrai, ils ont dit quelque chose maintenant. Voilà. Donc ça a été le début d'une affaire incroyable encore. Mais ça m'a pas empêché de devenir heureux. Donc j'ai bien assumé. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait l'essentiel de l'histoire. Ouais. Ok, donc c'est venu... Hein? Et du coup, comment... genre avec la venue de papa ou ce genre de chute, papa qui, je sais pas, il devait avoir 10 ans quand t'étais en... On peut appeler ça une dépression du coup? On appelle ça... Il avait 11 ans, oui. Et t'étais comment avec lui? T'étais distant? T'arrivais quand même à avoir des... Distant, non. T'arrivais à avoir des moments de perte? Je m'occupais plus des gosses, plus rien. Ouais. J'étais capable de rien du tout. C'est mamie qui a tout fait. Papa s'en rendait compte? Ben, tu pars, il s'en est rendu compte de mon état. Je l'ai noté dans le mémoire. Ton père a dit à mamie un jour, mais si papa travaille plus, qui est-ce qui va gagner les sous? Il a dit comme ça. Mais comment on va faire pour les sous? Il était déjà vachement intéressé, là, t'as vu? Intéressé par ouais, il a fait cette réflexion-là. Ben, il dit, t'en fais pas, hein, il va s'en sortir. D'accord.
Bah, tu vois, je savais pas tout ça. Je savais même pas que t'avais essayé de faire une tentative de suicide et tout. Tu repenses des fois à cette période? Ou pas du Tu repenses à cette période de temps en temps ou pas du tout? Oh, oui, bien sûr que si. Ouais. Elle est toujours présente. Hein. Je pense pas forcément. Je cherche pas à y penser. Mais la moindre des choses me rappelle, toi. Ça n'a pas été simple, tu vois, ça n'a pas été simple du tout. Et je m'en suis, je sais pas comment j'ai fait pour remonter la pente, parce que c'est à ce moment-là que le bouquet, donc, que je te dis, il a été, il a été sympa avec moi, et avec mamie, et ça m'a relooké, ça m'a boosté. Ouais. Ça aurait pu. Il aurait pu te virer, ça aurait été horrible. Ouais, ouais. Elle était gentille. Et ça m'a pas empêché après d'obtenir les. Et il m'a nommé contrôleur général, et il m'a passé d'abord la classe 7. Et puis j'ai obtenu à peu près 10 ans après, 10 ans avant la. 10 ans avant mon départ à la retraite. Parce qu'après, en 79, là j'ai obtenu un joli bureau. Là, j'étais plus dans un bureau minable dans la cour. J'ai obtenu un beau bureau là-bas, au 2e étage, tu sais, de l'immeuble là-bas au nord de Mâcon. Là. Ah ouais? Tu connais l'immeuble là-bas? Ouais, je vois. Avec le bureau des secrétaires derrière et mon équipe. Alors là, on a fait du bon boulot. Et là, tu gagnais bien ta vie là à la fin de carrière? Bah oui, classe 8. Je suis passé à la classe 8, c'est-à-dire cadre supérieur. Ouais. Ah bah oui, là, je gagnais bien ma croûte, là, parce que c'est sur ces bases-là que ma retraite a été calculée, alors, tu vois, Ah oui. c'est ça donne. Tu pourrais dire en euros par an ou par mois, ça ferait combien La retraite? Non, au maximum de ton salaire quand tu gagnais le max. Tu saurais dire en euros, ça ferait combien par mois? Ben, la retraite est déjà de 4005, alors ça fait, je sais pas, 7 000. Ça commençait à être pas mal, ouais. Ah oui, ça. T'étais dans le 1% des Français. Eh ben, Voilà. d'accord. Bah merci pour cet éclaircissement de ta vie. Je pense avoir été assez brouillon. Mais non. Peu importe. C'est pas facile de raconter ça. À ton âge quand même, t'as Ça 94 m'a ans. fatigué le cerveau. 94. Et ça fait du bien d'en parler de temps en temps. Donc ça résume bien une carrière, tu vois. Ça résume bien ma carrière. Tu vois qu'elle a été faite de beaucoup de choses, même de maladies au milieu. Mais surtout au début, beaucoup de travail. De travail, études, boulot. C'était pas simple. Ouais. Tu te vendras, bah tu peux plus, tu n'obtiendras plus rien de mamie, c'est dommage. Ouais. Et combien de week-ends on allait pique-niquer à droite à gauche. Moi j'emmenais tous mes cours. Je bossais pendant. Je mangeais un petit peu, puis au boulot. Mais t'avais quand même cette envie de réussir qui était immense, non? C'est bien pour ça que que j'ai démissionné du Crédit Agricole. Ouais. T'avais une rage en toi de... Ah bah absolument. Moi j'ai dit, je veux pas rester gratte-papier avec mon certificat d'études jusqu'à la fin de mes jours. On m'offre cette possibilité, je la saisis. Et là, c'est le coup de chance, tu sais. On en parle souvent avec toi. Tu peux trouver une occasion, la chance de faire une rencontre, etc., etc. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ça s'est fait. Parce que je faisais de la musique avant. Oui. Avec Delbecq. un copain qui s'appelle Julien. Qui est mort?
Non, oui, il est mort maintenant, mais avant de mourir, il a fait de la musique avec moi. D'accord. Mais on avait 15, 16, 17 ans, tu vois. Mhm. Et il n'était pas encore prêt de mourir. En théorie. Donc, comme moi, quand on s'est approché du mariage, moi de mamie et lui de la fille, Mademoiselle Combier, il fréquentait Mademoiselle Combier, il s'est marié avec Mademoiselle Combier. Et Combier, il était administrateur de la Banque Populaire. D'accord. Tu comprends? Mhm. Et c'est lui qui m'a fait savoir que Roger Adam cherchait des jeunes pour former ses propres cadres. Et là, t'es arrivé. Alors, mon copain me dit, dis donc, mon beau-père a dit ceci. Ouh, ben, je dis, moi, ça m'intéresse. Et tout est parti de là. Je me suis renseigné, oui, et j'ai démissionné, et j'ai commencé ma carrière là-bas. Voilà. Voilà, mon petit Renaud. D'accord. Bah, merci, papy. Tu crois que c'est enregistré, ça? Bien sûr. Ça serait intéressant de réécouter. Tu voudras la réécouter un jour? Ben, oui, ça m'intéresserait de savoir Non. comment tu fais. Oui, bah on fera ça. Je te ferai ton écoute pour Noël. Et il faut que tu enregistres quelque part. Non, mais c'est déjà fait là. Je vais arrêter. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir, à bientôt.